Le coq va réveiller Fontenay. On va se lever, en plus on va se lever de bonne heure, j'ai bien compris. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir comme il se doit notre futur maire Gildas Lecoq. Quel plaisir mes chers amis de me retrouver aujourd'hui devant vous, aussi nombreux, aussi nombreuses. Merci aux élus qui nous font l'honneur d'être présents. Merci à Monsieur Cambon, Christian Cambon, sénateur maire de Saint-Maurice, Laurent Lafont, maire de Vincennes, conseiller régional d'Île-de-France, Patrick Baudouin, merci de ta présence Patrick, maire de Saint-Mandé, Dominique Lebideau, conseillère générale du canton Est de Vincennes, et les élus nombreux et nombreux des villes environnantes, mais aussi de la ville de Fontenay. Je salue plus spécialement Martine Rioux et Christophe Esclatier, sans qui je ne serais pas là ce soir. Avec Brigitte Chambre-Martin et toute l'équipe qui nous entoure, c'est un véritable plaisir de vous accueillir si nombreuses et si nombreux ce soir dans cette école Michelet. C'est un plaisir parce que nous sommes réunis pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, joie de la tradition et marque d'intérêt pour notre ville. Mais nous sommes aussi réunis ce soir parce que nous avons un vœu pour Fontenay, un seul vœu, le vœu de réveiller cette ville, le vœu de tout mettre en œuvre pour la faire sortir de cette torpeur, le vœu de vous proposer une autre vision, mais aussi une autre méthode pour gérer cette ville et la faire vivre. Défenseur d'action pragmatique et positive, vous m'excuserez, mais j'ai pas vraiment l'habitude de parler avec un micro sur pied. Notre vœu principal pour 2014, il est simple. C'est notre projet. Notre projet pour Fontenay, c'est notre vœu le plus cher pour cette ville. Alors, depuis mars 2012, date à laquelle j'ai rejoint l'équipe d'opposition conduite par Christophe et Martine, beaucoup de gens m'ont dit, beaucoup de gens de l'opposition évidemment, de la majorité municipale, mais notre opposition à nous, m'ont dit « il n'ira pas jusqu'au bout ». Non, il n'ira pas jusqu'au bout. Certains l'ont même écrit, certains ont dit « il va nous faire une Borloo ». Vous savez, au dernier moment, mais il ne va pas se présenter. Ben écoutez, moi je suis d'autant plus ravi d'être là ce soir que je suis là aussi pour vous parler du projet. Ce projet, beaucoup l'attendent. Depuis des semaines, et je salue le président qui nous accueille, puisque nous sommes ici dans le quartier du Plateau, et l'association du Plateau est assez dynamique, puisqu'elle a un site internet participatif, un forum où les gens s'expriment, et souvent, c'est « mais il parle pas assez, Gildas Lecoq, mais il exprime pas assez les choses, Gildas Lecoq ». Mais Gildas Lecoq, c'est quelqu'un de pragmatique, comme l'ont dit les gens qui m'ont précédé. Et Gildas Lecoq, il n'a pas envie de vous raconter des bêtises. Gildas Lecoq, il n'a pas envie de vous faire rêver pour demain que vous déchantiez. Parce qu'un projet municipal, c'est pas allez, on s'amuse, on vous promet la lune, et puis derrière, on tient pas ses promesses. Parce que mes amis, si c'est l'heure des vœux, c'est aussi l'heure du bilan pour Monsieur Voguet, qui se représente. Et Monsieur Voguet, il a fait des promesses il y a 6 ans. Monsieur Voguet, qui est élu depuis 1977 dans cette ville, il a fait de nombreuses promesses et aujourd'hui on est à l'heure du bilan. Alors je vais vous proposer 2 moments de bilan avant de vous présenter mon projet. Un bilan de son mandat et un bilan du climat politique qui règne au sein de la majorité municipale de Fontenay-sous-Bois. Une chose est certaine, Fontenay aura été durant ce mandat la ville des occasions manquées. L'équipe municipale a eu 6 ans, 6 années pour initier de grands projets, mettre en œuvre de nouveaux services. Mais au final, qu'avons-nous eu? En matière d'équipement public, par exemple. 2 micro-crèches, 2 terrains synthétiques de football, un clubhouse qui a fait couler beaucoup d'encre, et le lancement des travaux, enfin, de la nouvelle piscine. Voilà ce que nous pouvons mettre au profit de l'équipe sortante. C'est peu, c'est très peu, c'est trop peu en matière d'investissement. Le problème, voyez-vous, est que notre ville s'est enferrée depuis de nombreuses années dans des emprunts toxiques. Et elle n'a pas pu, ou elle n'a pas voulu investir sur l'avenir durant ce mandat. Aujourd'hui,
l'état désastreux de nos équipements, il y a à peu près une centaine d'équipements publics dans cette ville, en est la conséquence. Je pense à la patinoire que nous avons pu visiter, vous avez vu les images avec Ramayad qui est venu nous soutenir samedi dernier. Je pense à l'école Paul Langevin qui, quasiment depuis sa création, pose des problèmes et mériterait d'être démolie pour être totalement reconstruite. Je pense à l'école Élisa Le Sourd, je pense à l'école Meaux dont les toilettes tellement vétustes obligent les enfants à se retenir toute la journée et commencent à poser des problèmes médicaux pour certains d'entre eux. Le fait est que pour essayer d'assainir les mauvais choix budgétaires qui avaient été engagés par cette municipalité, la ville a obscurci son avenir. Elle l'a obscurci en n'investissant plus pour réduire sa dette. Mais vous savez, endetter une ville, c'est pas forcément mauvais. C'est surendetter une ville qui est dangereux. Alors qu'en est-il aussi du cadre de vie, puisqu'on est à l'heure du bilan? Une autre chose qui est sûre, c'est que Jean-François Voguet et sa majorité, ils ont mené des études, beaucoup d'études. C'est même la spécialité. Je parle devant le maire de Vincennes que je connais bien. Ils en font des études ici, si vous saviez. Et ça coûte cher, 90 000, 110 000, 120 000. Pour le plan de circulation de la ville, je crois qu'on en est à la 4e étude. Imaginez, avant même de lancer le premier tractopelle ou coup de pioche pour aménager la rue, ça nous a coûté quasiment le prix des travaux au final. C'est vous dire. Mais qu'ont-ils fait concrètement? Où en est la question du stationnement? Où en est la question de la propreté? Où en est la question de l'éclairage public? Actuellement, Jeanzay est dans le noir, mais c'est une spécialité locale. Chaque quartier, chaque jour, chaque semaine a le droit d'avoir sa journée dans le noir. Où en est le projet de requalification du boulevard de Verdun? Ah oui, excusez-moi, nous avons eu le parc des Carrières. Silence dans les rangs, nous avons eu le parc des Carrières, qui est enfin sorti de terre. Une occasion manquée, là encore, quand on voit 6 mois après son ouverture, la qualité, la propreté, les problématiques de sécurité qui n'ont toujours pas été réglées. Ça fait 6 mois qu'il est ouvert. Avez-vous eu l'impression que la ville s'était améliorée durant ces 6 dernières années? Mais c'est bien là la véritable question qu'il faut se poser au moment du bilan. Je pourrais même dire, avez-vous eu l'occasion depuis plus longtemps que 6 ans? Tu rappelais que ça faisait 49 ans. J'ai envie de dire, depuis 2001, la date d'élection de Jean-François Voguet. Parce que Jean-François Voguet, ça n'est pas Louis Bayeur, qu'on ne se trompe pas. J'ai toujours dit, je le dis encore ce soir, que malgré nos différends politiques avec Louis Bayeur, je respectais l'homme. Parce que l'homme était un homme de parole. L'homme était un homme qui faisait bouger la ville. L'homme a été élu à 27 ans, alors à ceux qui critiquent les âges, 41 c'est très très vieux par rapport à 27 ans. Mais Louis Bayeur, vous regardez dans les yeux, Louis Bayeur vous parlait, vous répondez, vous donnez une réponse. Louis Bayeur savait tenir son équipe, Louis Bayeur savait tenir les fonctionnaires de cette ville, leur donner des objectifs, ce que Jean-François Voguet ne sait pas faire. Et à l'heure du bilan, eh bien, en 2001, Jean-François Voguet a été élu parce que Louis Bayeur lui a dit « Vas-y Jean-François ». En 2008, Jean-François Voguet a été réélu sur un bilan, mais le bilan, c'était le bilan de la politique de Louis Bayeur. Aujourd'hui, le vrai bilan de Jean-François Voguet, c'est celui que nous venons d'égrener. C'est celui-ci. Ce pauvre bilan. Alors nous allons faire le bilan politique maintenant. Le bilan politique, c'est qu'en 2008, Jean-François Voguet a été élu sur une liste plurielle. La singularité de cette liste plurielle, c'est qu'elle a terminé totalement décomposée. Le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts n'ont pas cessé durant ce mandat, durant ces 6 années de mandat, de critiquer le maire, de critiquer la majorité municipale, d'insulter, de proférer des menaces même, physiques parfois. Ils sont même allés jusqu'à ne pas prendre part au vote du budget proposé par l'adjoint au maire lui-même socialiste. C'est pour vous dire la cohésion d'équipe. Et on se retrouve à 3 mois du premier tour des élections municipales, on se retrouve alors qu'il y a 1 an,
Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste avaient dit plus jamais ça. Nous allons partir chacun sous notre étendard. On se retrouve 3 mois avant les municipales. On siffle la fin de la récréation, tout le monde dans le même camp. On s'embrasse, on est les meilleurs amis du monde. Et croyez-moi, ensemble, on va gérer cette ville pour 6 ans. Mais qui va être dupé par cela? Mes chers amis, l'autre question qu'il va falloir se poser à l'occasion de cette élection municipale, c'est de savoir si vous allez voter à gauche ou à droite. Ça n'est pas, de savoir si vous allez voter à gauche ou à droite. Bien au contraire. C'est juste de savoir si vous voulez une nouvelle fois être les otages de ces dissensions politiques qui règnent au sein de la majorité municipale. Je le dis souvent à mon équipe, je le dis souvent lors des différentes et nombreuses réunions que j'organise chez les habitants, un trottoir, un jardin public, une crèche, un gymnase, ça n'est pas de gauche, ça n'est pas de droite. Ça doit être propre, entretenu et en bon état de fonctionnement. Et malheureusement, c'est ça le problème politique de cette ville, c'est que notre maire s'égare dans la politique politicienne. Combien de fois le Parti communiste parle au nom du Parti communiste au conseil municipal? Combien de fois le Parti socialiste nous parle de la politique gouvernementale? Combien de fois les écologistes nous parlent de Madame Duflot ou de Madame Voynet ou qui sais-je encore, alors que nous voulons tout simplement qu'ils nous parlent de notre quotidien? Parce que élire un maire, c'est élire quelqu'un qui va se charger de la vie quotidienne, ni plus ni moins. Jean-François Voguet et son équipe vivent dans un autre monde, une autre époque, et vous pouvez me croire, nous allons réveiller cette ville. Parce que j'aime cette ville qui chaque jour se rajeunit, parce que j'aime ces quartiers, l'esprit qui s'en dégage, parce que j'ai pu vous rencontrer et dialoguer avec un très grand nombre d'entre vous sur l'avenir de notre cité. J'ai décidé il y a quelques mois, c'est vrai, avec le soutien de l'équipe qui m'entoure et de nombreux habitants, fort de mon expérience professionnelle aussi, de me porter candidat et de conduire une liste pour ces élections municipales. Si cette ville que nous aimons est dotée de nombreux atouts, elle s'est pourtant laissée plonger depuis trop longtemps dans un sommeil profond. Ce triste constat nous oblige aujourd'hui à sonner ensemble l'heure du nécessaire réveil pour la voir enfin entrer pleinement dans le XXIe siècle. Bien plus que de changements, Fontenay a besoin d'une nouvelle énergie, désireuse de trouver des solutions concrète, d'imaginer sereinement son avenir et d'engager enfin notre ville dans une nouvelle gouvernance qui prenne réellement en considération le quotidien de ses habitants. Oui, nous allons réveiller Fontenay. Réveiller Fontenay, réveiller Fontenay, c'est placer la qualité de vie au cœur du mandat. Si la qualité de vie se mesure à la qualité du cadre de vie, elle est pour nous nécessairement attachée à la mise en place d'actions offensives en matière de réhabilitation urbaine. Pour notre équipe, pour notre groupe, la rénovation, l'entretien et l'embellissement de nos rues, de nos places et du patrimoine bâti et le renforcement de la propreté seront nos priorités. Protéger et entretenu notre patrimoine pourra participer à l'attractivité de cette ville et ainsi participer à son réveil. Ainsi, nous proposerons non pas une politique du logement, mais une politique qui va plus loin, une politique de l'habitat et pas simplement une politique du logement social. Nous allons ainsi œuvrer à la réhabilitation des logements anciens en mettant en œuvre une opération programmée d'amélioration de l'habitat dans certains quartiers qui le nécessitent. Je pense notamment aux immeubles de l'avenue de la République ou dans le centre ancien de Fontenay, mais aussi dans tout le long du boulevard de Verdun ou Gallieni. Nous poursuivrons les aires de mise en valeur du patrimoine, la fameuse AVAP qui a été votée et élaborée surtout en catimini, afin de préserver le caractère patrimonial de certaines habitations. Puis surtout, nous allons engager ce qui ne se fait rarement et voire jamais dans cette ville. C'est tous les leviers permettant les aides techniques, administratives, financières, afin d'initier la mise en œuvre de campagnes de ravalement, mais surtout de vous accompagner dans la rénovation de vos habitations. La question du stationnement dans cette ville.
Mais vous savez, la question du stationnement, elle permet le dynamisme commercial de nos quartiers, en plus de nous permettre de nous garer au pied de chez nous. Nous allons, en matière de stationnement, augmenter l'offre là où elle se révèle nécessaire. Nous allons organiser cette offre, mais surtout inciter les riverains aussi à utiliser leur garage, parce que c'est une spécialité. À Fontenay, eh bien, on se gare dans la rue puisqu'on est sûr de ne jamais être embêté. Nous allons, vous l'avez compris, mettre en place des parkings publics en surface, voire des parkings publics en souterrain. Parce que contrairement à ce que dit monsieur le maire Jean-François Voguet, c'est pas en faisant des parkings publics qu'on privatise le stationnement. On privatise le stationnement quand justement on ne met pas de règles en place. Chacun peut y rester. Nous avons fait le test avec notre groupe sur le parking Place Meaux, rue Meaux. Je peux vous dire que nous n'avons pas été déçus, et certains peuvent témoigner dans cette salle. Il y a des voitures, ça fait 6 mois. 6 mois qu'elles n'ont pas bougé. 6 mois qu'elles n'ont pas bougé d'une place. Et je peux vous dire que d'autres ont pris des places et se sont retrouvés avec des petits mots doux sur les pare-brises, parce que ces places appartiennent désormais à des gens qui vous menacent en vous disant « si votre voiture ne dégage pas, elle sera rayée ou tapée ». Nous allons donc réglementer le stationnement avec une carte de stationnement résidentiel. C'est une nouveauté dans cette ville. Je dis bien résidentiel et pas une carte de stationnement de riverain. Parce qu'à Fontenay-sous-Bois, vous avez la carte de stationnement pour la rue, simplement pour la rue. On n'imagine pas que dans un quartier, on puisse se garer dans la rue d'à côté. Donc nous, ça sera une carte de stationnement un stationnement résidentiel pour tous les habitants, pour tous les Fontenaisiens. Nous développerons des zones gratuites de stationnement. Nous n'allons pas rendre le stationnement payant. Ça aussi, Jean-François Voguet s'est fait fort d'avoir des visions quand il parle de moi. C'est bien la première fois qu'il est visionnaire pour cette ville. À chaque fois qu'il parle en public de ma candidature, il raconte n'importe quoi. Alors prenez note, ceux et celles qui sont venus écouter ce discours pour lui raconter. Non, le stationnement restera gratuit à Fontenay-sous-Bois, avec des zones rouges, bleues, oranges et vertes en fonction de leur emplacement. Mais pour que ça fonctionne, il y aura évidemment, parce que la gratuité a un coût, et oui, le respect de la réglementation avec une verbalisation qui est nécessaire, qui est demandée par la population, qui est demandée par les commerçants. Placer la qualité de vie au cœur de notre ville, c'est aussi veiller à l'entretien du parc de logements sociaux. 37% de logements sociaux dans cette ville. La loi nous en impose 25, c'est très bien, nous sommes au-dessus de la loi. Mais il ne faudrait pas aller trop au-dessus de la loi. Fontenay bénéficie d'un parc social important et dense dans certains quartiers, voire très très dense dans certains quartiers. Nous étions samedi avec Ramayad au quartier de Janzay, et nous avons pu voir de visu avec elle et lui montrer toute la problématique d'avoir une concentration de 95,4% de logements sociaux dans un même quartier. Nous allons donc œuvrer à un développement et une requalification de ces logements. La requalification de ces logements, c'est notamment permettre l'accession à la propriété sociale, en conventionnant avec les bailleurs sociaux. Nous allons aussi, dans certains quartiers, notamment au Laris, lancer, poursuivre, initier enfin une réhabilitation de ce quartier. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2006, Fontenay n'a pas suivi les recommandations de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine? Elle a fait le choix à l'époque de s'orienter vers une opération de rénovation et non vers une opération de démolition-construction qui était préconisée à l'époque. Aujourd'hui, on en est où? On en est au même point de départ. On a perdu 8 ans. Parce qu'au dernier conseil municipal, les quelques élus qui sont dans la salle s'en souviennent, le conseil municipal a décidé de voter une nouvelle étude qui place, je crois, les Laris en zone urbaine sensible. Et nous lisons désormais dans la presse
que les membres de la majorité municipale sont en train d'imaginer tout bonnement ce qu'il fallait faire à l'époque où Jean-Louis Borloo proposait de rénover les Larisses. Eh bien nous tiendrons parole et nous n'allons pas tourner autour du pot pendant de nombreuses années. Nous allons aller jusqu'au bout de cette étude et après on va remonter nos manches et nous allons améliorer la vie de ce quartier parce que franchement, c'est un abandon pour tous les habitants qui vivent dans ce quartier. Alors, certains m'avaient prévenu qu'ils partaient, on avait prévenu qu'on ferait un petit coucou pour pas que vous croyiez que mon discours les gênait, que c'était pour ça qu'elle partait. J'en étais où ? Oui. Le maire a souvent le mot solidarité, solidaire à la bouche. Mais vous savez, une politique sociale de la ville, c'est pas parce qu'on le dit souvent, c'est pas parce qu'on le dit très fort que c'est véritablement une ville solidaire. Quand on compare les budgets, je ne ferai pas beaucoup la comparaison entre Fontenay et Vincennes pour des raisons évidentes. Mais je vais juste comparer le budget social de la ville de Fontenay avec la ville de Vincennes. Parce que c'est facile d'afficher solidarité partout. Mais savez-vous que la ville de Vincennes fait beaucoup plus, consacre beaucoup plus de son budget à la solidarité des habitants plutôt que notre ville ? Alors moi, je veux bien qu'on crie très fort solidarité, mais c'est pas ça une vraie politique sociale. Une politique sociale, c'est une politique qui s'occupe des gens. C'est une politique qui s'occupe de la qualité, c'est pas une politique qui s'occupe du chiffre. Je me rappelle d'un débat où Laurence Abeille était venue un matin, c'était au Larisses, à l'école Paul Langevin. Il y avait également Gilles Saint-Gall qui représentait le conseil général. Les habitants de ce quartier nous avaient appelés parce qu'ils vivaient aux 3, 5, 7 rue Jean Massé des problèmes d'habitation. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit écoutez nos problèmes, ça fait des années que nous n'avons plus d'ascenseur, ça fait des années que nos cages d'escalier sont délabrées, ça fait des années que le chauffage ne fonctionne qu'une fois sur 2. Et là, qu'est-ce qu'on a entendu ? On a entendu Laurence Abeille, la députée, nous dire « Mais c'est merveilleux d'être là ce matin, c'est merveilleux de vous écouter, c'est merveilleux d'entendre les vraies problématiques des vrais gens. » On a entendu Gilles Saint-Gall nous dire « C'est pas de notre faute, hein, c'est la faute à Nicolas Sarkozy et à la droite et au grand capital. » Et moi, je me suis levé et j'ai dit « Je suis désolé, mais moi, je suis pas ravi d'être là. Je suis pas ravi d'être là un samedi matin à 10h30 dans l'école Paul Langevin. Je suis pas ravi d'être là et de découvrir les gens parce que je pense que personne n'est ravi d'être là et que c'est vraiment scandaleux de penser qu'on peut être ravi d'être là. » Et là, j'ai été attaqué sur le nombre de logements qu'il pouvait y avoir dans les villes de droite par rapport à la ville de Fontenay. Et là, j'ai regardé les élus qui m'attaquaient, j'ai regardé les gens qui étaient en face de nous et j'ai demandé aux gens qui étaient en face de nous. Mais franchement, est-ce que ça répond à votre problématique du quotidien de savoir que Saint-Mandé, Vincennes, Saint-Maurice ou d'autres sont en dessous de la loi SRU? Est-ce que ça répond à vos problématiques? Et là, les élus m'ont regardé en disant « Mais oui, c'est la problématique principale. » Et les gens m'ont dit « Mais non, pas du tout. On ne comprend pas cette problématique de chiffres. » Et nous, notre solution, notre engagement pour cette politique du logement social, c'est pas forcément d'accroître le nombre de logements sociaux. C'est juste de nous occuper du quotidien des gens en réhabilitant les quartiers, en leur permettant de pouvoir accéder à leur parking, en sécurisant, en redynamisant le commerce local. C'est ça la vraie politique de solidarité. C'est pas simplement dire nous allons faire du logement pour faire du logement. Je vais vous donner un autre exemple. Nous mettrons en adéquation le PLH avec le PLU. Alors excusez-moi, ce sont des termes un petit peu compliqués, mais le programme local d'habitat, le PLH, fixe les orientations en matière de logement. Est-ce que vous savez qu'en 2010, la ville l'a fait passer en accéléré pour ne pas subir les contre-coups de la loi Boutin. La loi Boutin, qu'est-ce qu'elle soulevait ? Elle soulevait une priorité, c'était qu'il y avait des gens qui avaient fait leur vie dans des logements sociaux, qui étaient certainement rentrés à un moment où ils avaient des difficultés financières pour y être, mais qu'après 40 années passées dans un logement social, ces personnes avaient fait leur vie et pouvaient en sortir. Et donc la loi Moll, dite Moll, M-O-2-L-E, du nom de la personne et pas une loi Moll, permettait de payer des surloyers. C'est-à-dire, on ne faisait pas sortir ces gens du logement social, puisqu'on ne peut pas le faire, mais on leur disait, comme vous avez dépassé
le plafond, vous paierez un surloyer qui, globalement, fixera votre logement social au même prix qu'un loyer dans le privé. Eh bien, à Fontenay, qu'ont-ils fait? Ils ont fixé à 297 le nombre de constructions de logements pour être dans le cadre de la loi qui bénéficiait d'une exonération de surloyer. Ainsi, 850 Fontenaisiens se sont retrouvés sans payer le surloyer, ont bloqué 850 logements et parmi eux, Monsieur Voguet, qui habite un logement non pas social, mais un logement public. Assez facile à ce moment-là de retirer le mot social quand on en bénéficie. Je suis désolé, ça n'est pas notre conception du logement et du logement social. Une ville propre. Réveiller Fontenay, c'est réveiller la ville et faire en sorte que la ville devienne enfin propre. S'il est bien une politique publique qui participe activement au sentiment de détérioration de la qualité de vie, c'est l'état de propreté au quotidien de notre ville. En la matière, il reste beaucoup à faire et la priorité numéro 1 de notre mandat sera la propreté de cette ville. Ainsi, nous initierons un baromètre de satisfaction auprès des habitants. Nous mettrons en place chaque semaine des actions coup de balai propreté, proximité, qui permettra le nettoyage total d'une rue avec le retrait des véhicules afin de pouvoir faire le diagnostic de la voirie et ainsi mieux savoir si cette voirie nécessite des travaux en surface mais aussi en profondeur. Je pense notamment à l'assainissement. Nous créerons un numéro vert spécifique et gratuit, Allo Fontenay Propreté, permettant aux habitants d'informer les services propreté des points d'intervention à prévoir. Enfin, nous discuterons avec nos villes riveraines. Afin d'organiser au mieux les collectes d'encombrants et les nettoyages des rues qui sont en frontière. Mais la propreté, ça n'est pas simplement l'action, c'est aussi l'action civique. En la matière, le comportement, je me rappelle avoir travaillé avec un élu qui disait « Mais vous savez, si la ville est sale, c'est surtout que les gens sont sales. » Alors, il faut travailler sur le civisme et les actions civiques. Aussi, nous proposerons, en nous appuyant sur le conseil municipal des enfants, comme tu le disais Brigitte, que nous allons initier et créer dans cette ville, eh bien, et les associations ainsi que les associations de quartier, nous initierons des ateliers pédagogiques afin eh bien, de faire des actions civiques en matière de comportement et de propreté. Réveiller Fontenay et son cadre de vie, c'est aussi espérer une ville apaisée. En la matière, l'équipe municipale sortante a montré son incapacité à insuffler une vision d'ensemble dans son plan de circulation. J'en parlais rapidement tout à l'heure. Si nous sommes favorables à la mise en place de zones 30 dans un grand nombre de rues résidentielles, nous souhaitons une véritable politique active et visible de sécurisation de grandes artères ou de grandes voies routières qui traversent la ville. Je pense notamment à l'avenue de Stalingrad, à Parmentier, République, Verdun-Gallieni, Victor Hugo, Claude d'Orléans, Delattre de Tassigny pour n'en citer que quelques-unes. Nous renforcerons le soir l'éclairage sur les passages piétons parce qu'à certains endroits, c'est juste dangereux. Et nous veillerons à ce que justement la vitesse soit respectée et mesurée. Nous renforcerons, et je l'ai dit, nous renforcerons l'éclairage public à proximité des passages piétons. Réveiller Fontenay, c'est placer les grands projets qui donnent une âme à notre cité au cœur de notre ambition. Nous sommes déterminés à lancer une politique de grands projets générateurs d'emplois pour enfin préparer l'avenir de Fontenay. Menés en étroite concertation avec la population et les associations, ces grands projets renforceront l'attrait de notre ville et permettront enfin de proposer des équipements publics à la hauteur des attentes des Fontenaisiens. Ainsi, nous allons programmer la rénovation et la réhabilitation des équipements publics municipaux. Je vous en parlais tout à l'heure, plus de 104 équipements communaux qui méritent un programme d'investissement détaillé, un programme d'investissement concerté. Je pense, puisque je vois quelques présidents d'associations sportives, aux équipements sportifs. Je pense aux écoles. Je pense également aux équipements des équipes municipales, à savoir des agents municipaux qui méritent une attention particulière. Je pense également au conservatoire de musique, conservatoire qui est devenu totalement obsolète, qui est en 3 bâtiments et qui mérite véritablement qu'on se pose la question,
nous avons des pistes sur ce conservatoire, je vous en parlerai dans une autre partie. Nous allons également travailler et veiller à ce que l'éclairage public, dans sa globalité, soit enfin une solution et pas une problématique dans cette ville. Nous poursuivrons la politique d'enfouissement des réseaux électriques, mais nous irons plus loin en mettant en place un plan lumière destiné à assurer un éclairage économique, écologique et fiable, et aussi de créer des atmosphères d'éclairement différentes en fonction des différents quartiers. La qualité de l'éclairage public participe aussi à la sécurité des biens et des personnes. Nous allons, comme vous avez peut-être pu l'entendre dans le petit clip de présentation, travailler aussi sur des liaisons urbaines entre nos quartiers. Particularisme engendré aussi par le développement urbain dans les années 70, de l'autre versant de la colline, Fontenay-sous-Bois ne bénéficie pas d'un centre-ville clairement dessiné. Contrairement à ce que dit l'équipe municipale sortante, Fontenay ne jouit pas d'une mixité positive, mais d'un maillage multiple. Je parle souvent de décomposition, qui empêche justement cet enrichissement mutuel, social et culturel. Nous devrons ainsi, ensemble, nous attacher à relier nos 13 quartiers en réfléchissant à des liaisons urbaines nouvelles autour des axes de transit qui les séparent et qui permettra de redynamiser le commerce de proximité. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on redynamise le commerce de proximité en claquant des doigts ou en ayant l'ambition de faire venir des commerces dans un quartier. C'est un tout, la redynamisation du commerce de proximité, il faut le savoir. On travaille d'abord sur le réaménagement urbain, on travaille aussi sur la propreté et l'éclairage du quartier, on travaille enfin sur la sécurité, et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus aisé et facile de faire revenir dans nos quartiers des commerces et des artisans. En termes de requalification, nous travaillerons sur 3 pôles en priorité. Le village et son centre ancien et son cœur ancien, le boulevard de Verdun qui est la ligne de crête de notre ville et autour des 2 gares RER et plus spécifiquement autour de la place Moreau-David. Réhabiliter et rénover les espaces publics, c'est aussi créer des lieux de convivialité. En complément de la création des liaisons urbaines, nous allons donc travailler à la requalification de quelques places. Je pense à la place du Général Leclerc, à la place Moreau-David, à la place Marcel-Paul, au square Michelet, qui pourrait, je le pense, devenir le cœur du marché de boulevard Verdun et pas simplement un square à côté du marché. D'ailleurs, ne dit-on pas la place du marché? Dans toutes les villes de France, les marchés sont quasiment tous autour d'une place. Il n'y a que cette spécificité dans le boulevard. Nous allons essayer ensemble d'aménager le mieux possible le boulevard de Verdun pour redynamiser et le commerce et la vitalité des artisans, mais aussi le marché forain. Enfin, soutenir les grands projets, c'est militer activement au soutien du prolongement de la ligne 1. C'est proposer que la problématique du bruit le long du RER A soit enfin défendue par Fontenay-sous-Bois, grande absente des assemblées générales de l'association des riverains du RER. Et puis c'est innover aussi en proposant d'autres outils de circulation dans la ville. Je vous en propose 2. Au-delà des vélos électriques chers à notre majorité municipale, qui sont financés en partie par la ville, nous proposerons, pourquoi pas, des bornes Autolib. Et allons plus loin, puisque l'idée m'a été soufflée ce week-end par un jeune, Scootlib. Des scooters en libre distribution. Dans une ville vallonnée comme la nôtre, c'est pas inintéressant. Alors certes, j'espère qu'il leur arrivera pas les mêmes mésaventures que moi avec mon scooter. Quand il est pas volé, il est cassé. Quand il est pas cassé, c'est moi qui tombe avec. Réveiller Fontenay, c'est placer la sécurité au cœur de notre programme. Placer la sécurité au cœur d'un projet dissuasif pour ceux qui refusent de respecter les règles de vie en communauté. Oui, nous devons renforcer notre police municipale et sa présence dans nos quartiers, en lui donnant aussi d'autres missions, afin de renforcer le sous-effectif de la police nationale. Et arrêtons dans cette ville de dire systématiquement, à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, c'est de la faute du ministère de l'Intérieur qui ne nous a pas donné les effectifs de la police nationale. Le pouvoir, la première personnalité dans cette ville à avoir un pouvoir de police s'appelle Monsieur le maire. Nous allons aussi relancer efficacement
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Je fais juste une parenthèse parce que celle-là, elle mérite quand même d'être soulignée. Je parlais avec un ancien sous-préfet de Nogent, qui n'est plus là, donc je peux parler, il n'est plus en poste, qui me disait qu'il avait été jusqu'à menacer Jean-François Voguet pour qu'il tienne enfin son CLSPD. Vous savez ce que c'est qu'un CLSPD? C'est un organe de décision qui est présidé par le maire, où vous avez la police nationale, la police municipale, les pompiers, les directeurs d'établissements scolaires, les représentants de la justice. Vous avez également les services municipaux en charge de la jeunesse ou de l'action sociale, des associations, des chefs d'entreprise. Et le maire, avec eux, essaye de mieux comprendre les problématiques de sécurité ou d'insécurité et ensemble, concrètement, d'imaginer des solutions. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a à Janzay des problèmes de sécurité qui sont récurrents et on a un maire qui se permet de venir en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ?» Mais nous, on a la solution, monsieur Voguet. On relance le CLSPD. Nous allons créer un observatoire de la délinquance et des incivilités en liaison avec la police nationale afin de savoir, semaine après semaine, exactement où sont commis les délits, afin de pouvoir agir concrètement et de façon très pragmatique. Nous allons veiller à ce qu'il y ait aussi un accompagnement des personnes victimes dans cette ville. Parce que si vous avez été victime d'une agression dans cette ville ou si vous avez été victime d'un délit, je peux vous dire que le seul contact que vous avez, c'est la police. Personne ne vient pour vous accompagner. Même en mairie, on vous vole vos papiers, vous arrivez, c'est juste service citoyenneté pour les papiers d'identité. Nous mettrons en place un service de prévention, médiation, insertion qui permettra d'accompagner les victimes parce que quand on est victime, on se doit d'être soutenu et ça nous paraît indispensable. Et puis, dernier point en termes de sécurité, c'est le principal. C'est celui qu'on aurait dû faire depuis longtemps dans cette ville. C'est celui, à chaque fois qu'il y a un problème en ce moment, d'incivilité ou d'agression physique, voire de mort dans Paris, la première chose que tout le monde se dit, vous, devant votre télé et les journalistes dans l'écran, c'est « Mais est-ce qu'ils ont les images de caméras de vidéosurveillance ?» Eh bien oui, il faut sortir de ce tabou. Oui, il faut sortir de ce dogme. Nous allons mettre donc en place des caméras de vidéoprotection. Fontenay ne peut plus refuser pour des raisons obscurément idéologiques d'utiliser la vidéoprotection. Quand on sait que 30 caméras permettent d'élucider 100 incivilités, agressions ou accidents, oui, nous mettrons en place des caméras de vidéoprotection, aux abords des équipements scolaires, aux abords des grands carrefours, des commerces, des lieux de vie et des gares RER de Fontenay-sous-Bois. Réveiller Fontenay, c'est placer la famille au cœur de notre projet politique. Nous pensons, au sein de notre équipe, que l'une des spécificités de notre ville, c'est que chacun puisse trouver sa place, quel que soit son âge, sa condition sociale ou son quartier. En matière de petite enfance, s'il est bien un domaine dans lequel Fontenay a pris du retard, c'est marrant, hein, dans le domaine de la petite enfance, monsieur le maire ne sort jamais de chiffres. On peut vous dire exactement le nombre de logements sociaux dans cette ville, mais en revanche, le nombre de places en crèche, Tintin. On a moins de 500 places en crèche dans cette ville quand des villes plus petites à côté de chez nous en ont 900. Alors oui, nous allons nous attacher à trouver des solutions de place et de nouvelles solutions de place en crèche et de garde, crèche publique, privée, assistante maternelle, garde partagée. Nous allons mettre tout cela en résonance au sein du relais d'assistantes maternelles. Nous allons également, parce que les familles ont besoin aussi d'être accompagnées et le personnel municipal qui travaille dans les crèches a besoin d'être accompagné, mettre en place des vacations de psychologues. Enfin, nous allons aussi nous tourner vers les entreprises du Val et voir avec elles de quelle manière nous pouvons développer des crèches d'entreprise où certaines places pourraient être attribuées aux enfants de la ville de Fontenay. Enfin, nous allons réfléchir parce qu'il faut innover toujours quand on souhaite conduire la destinée d'une ville. Nous allons innover en proposant, en test au départ, sur un petit nombre de berceaux, des crèches de nuit.
Des crèches de nuit pour les familles monoparentales et surtout les femmes qui se retrouvent avec leurs jeunes enfants et qui ne peuvent pas se permettre de payer une nourrice, qui ne peuvent pas avoir de place en crèche publique parce qu'elles ne sont pas forcément l'ami d'une amie d'un ami ou membre du parti d'un parti d'un parti. Et donc, nous leur proposerons des places de crèche parce que nous avons aussi dans cette ville des femmes avec des enfants seuls ou des hommes avec leurs enfants seuls qui se retrouvent à travailler tard le soir ou même durant la nuit. Et oui, comme tu le dis si bien, ça c'est du social et ça ne rentre pas dans les quotas ou dans les chiffres. En matière d'enfance, Fontenay, ville amie des enfants et des parents, mérite de poursuivre les efforts menés dans ce domaine. Vous avez noté la nuance. Il y a des choses qui sont faites dans cette ville et dans ce domaine et nous ne sommes pas là pour tout casser. Si les choses sont très bien, si les choses sont bien organisées, si les services municipaux sont adaptés à l'offre et que les parents sont ravis, ne croyez pas que l'alternance, c'est nécessairement couper, casser. Non, c'est pas parce que nous avons actuellement au gouvernement une équipe qui s'amuse systématiquement à démolir tout ce qui a été mis en place que nous-mêmes, nous ferons la même chose. Je suis désolé. Et si nous n'y étions pas favorables, nous appliquerons la semaine de 4 jours et demi, même si elle va coûter très cher à nos collectivités. Nous ferons en revanche un bilan détaillé, trimestriel, afin de permettre aux parents d'élèves de bien comprendre où nous devons ajuster nos propositions et nos offres. Je peux vous dire que la concertation qui est menée actuellement dans cette ville sur la semaine de 4 jours et demi, c'est juste du très grand n'importe quoi. Les parents d'élèves sont malmenés. Les parents d'élèves sont venus avec des projets, avec l'idée de construire, même si eux-mêmes n'étaient pas nécessairement favorables à cette semaine de 4 jours et demi. Et pourtant, eh bien, la ville propose des choses complètement différentes et surtout reporte. C'est une spécificité à croire que bientôt ils vont nous demander de payer une nouvelle étude pour les accompagner dans la décision, l'aide à la décision. Puis juste une chose, il n'y a pas que les parents d'élèves dans la semaine de 4 jours et demi. Les conséquences de la semaine de 4 jours et demi, c'est pas que les parents d'élèves. J'ai rencontré l'autre jour le président de l'USF. Il n'avait même pas été convié. L'USF, qui regroupe 40 associations sportives dans cette ville, on n'avait pas pensé un instant à associer le président de cette association sur le devenir de l'aménagement du temps périscolaire dans notre ville. Non, ça n'est pas une manière de fonctionner. En tous les cas, c'est pas comme ça que nous fonctionnerons. Autre point, autre projet, il existe des conseils de quartier, nous mettrons en place ce que nous avons appelé pompeusement un programme éducatif de proximité. C'est ni plus ni moins des conseils, non pas d'école, mais des conseils d'activités périscolaires, pour que les parents des enfants qui participent au centre de loisirs ou au sein d'associations ou de structures paramunicipales puissent avec nous, avec j'ai un trou de mémoire, les directeurs de centres de loisirs, les gens qui se chargent de la pédagogie, définir le projet éducatif de leurs enfants. C'est une nouveauté et nous la proposerons aux parents et aux familles fontenaisiennes. Nous maintiendrons aussi les traditionnelles remises de cartables ou de fournitures scolaires. Dites-le, vous qui êtes là pour prendre des notes. Non, Gildas Lecoq, s'il est élu, n'arrêtera pas de distribuer les cartables et les trousses comme on ne le fait croire. Comme on fait croire aussi que j'ai déménagé. Je suis fontenaisien, j'habite au centre de boulevard de Verdun, vous pouvez venir prendre un café quand vous voulez. Voilà, les choses sont dites. En matière de restauration scolaire, 30% de bio dans les repas, mais 30% de bio dans 5 composantes et non 4, puisque ici, pour régler les problèmes de gaspillage, on préfère retirer des produits aux enfants plutôt que de leur apprendre à manger correctement. Enfin, mais je l'ai déjà dit, nous travaillerons à un plan triennal de rénovation, sur différents équipements scolaires. J'ai cité les principaux, et notamment Paul Langevin pour commencer. Et puis, nous réhabiliterons la totalité des aires de jeu, des espaces de jeu dans cette ville. Il y en a beaucoup, mais beaucoup sont désormais obsolètes et nous retirerons le sable qui n'est désormais plus dans les normes pour les aires de jeu. Mais je rassure certains qui sont dans la salle, nous n'ajouterons pas, comme au square au chat, des petits cailloux blancs qui peuvent être confondus comme des dragées, comme c'était le cas au moment de son ouverture. La jeunesse maintenant. La jeunesse, c'est les 11-25 ans.
Nous allons initier un plan de rénovation générale des équipements de la jeunesse, mais aussi travailler à quelque chose qui nous paraît très urgent, c'est de trouver le lieu pour la création d'un 4e collège. Il est important que nous puissions avoir ce 4e collège, et il serait nécessaire, comme pour les établissements scolaires, il serait nécessaire d'avoir une école au moins élémentaire, si ce n'est maternelle et élémentaire, dans l'ouest et le sud-ouest de notre ville. Je veux parler du quartier des Parapluies, puisque nous avons vraiment, en termes d'équipement scolaire, un maillage qui n'est pas optimal. Et donc, nous devrons travailler à réfléchir à l'ouverture d'un nouvel équipement scolaire afin de désengorger certaines autres écoles. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ça ne permet pas de mettre en place la semaine de 4 jours et demi et les activités périscolaires dans tous nos équipements scolaires. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette explication-là, mais moi je me suis compris, c'est le principal. Nous allons soutenir et valoriser les aides à projets jeunes dans cette ville. Nous allons également impliquer les jeunes à travers un conseil municipal des jeunes pour les 16-20 ans, en imposant à ce conseil des jeunes une présence au comité de quartier. Parce que nous avons constaté que les comités de quartier sont désertés par nos jeunes et que souvent la jeunesse est stigmatisée au sein de ces comités de quartier. La jeunesse égale la délinquance ou l'insécurité, alors que la jeunesse, c'est juste la joie de vivre. Nous avons été jeunes et nous avons pour la plupart la chance d'avoir des enfants. Donc nous demanderons à ce qu'un représentant des jeunes soit présent dans les comités de quartier et au sein du CLSPD, et que la représentativité de ces jeunes soit aussi au moment des grandes concertations et des choix municipaux à mener. Nous soutiendrons également une initiative qui consiste à mettre en place un service civique citoyen sur notre territoire. Et je propose même aux maires qui sont présents ici même de le faire en intercommunalité. Je pense que nous sommes en capacité de permettre à des jeunes désœuvrés, à des jeunes en retrait du système scolaire, eh bien, non pas un service militaire comme il en existait, mais un service civique, de donner 6 mois, 9 mois, 12 mois de leur vie afin de côtoyer des entreprises publiques, des entreprises privées, pourquoi pas, mais qui œuvrent vis-à-vis du public. C'est une action que nous soutiendrons et qui est en constitution dans cette ville au sein d'une association. Enfin, nous initierons aussi la création de logements étudiants afin de permettre aux jeunes adultes de quitter le foyer familial et de favoriser leur autonomie, leur entrée dans la vie active. Petite enfance, les seniors. Fontenay est une ville qui sait soigner ses seniors. À nos yeux, les actions destinées à nos aînés ne se résument pas seulement à des actions sociales. C'est pour cela que nous souhaitons créer un service municipal dédié aux seniors et qu'on arrête d'intégrer la question des seniors au sein de la question du social. Les seniors peuvent avoir des envies d'événements, des envies d'animation et pas simplement être une personne âgée. Aujourd'hui, ça n'est pas forcément avoir des problèmes sociaux, c'est aussi avoir une vie tout à fait normale et c'est pour ça que nous créerons un conseil des aînés, un service municipal dédié aux aînés et nous irons même plus loin puisque, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, nous allons créer aussi un 3e conseil, un conseil de concertation qui sera le conseil des aînés qui pourra s'exprimer, donner son avis sur les grandes décisions de la municipalité. Réveiller Fontenay, c'est placer l'humain au cœur de notre politique sociale. J'en ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi s'engager pour le handicap. Alors, dans notre groupe, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui n'est pas handicapé, mais qui nous dit « Moi, j'ai une singularité. » Nous avons tous des singularités et nous mettrons un point d'honneur à relancer la charte Ville Handicap qui a été signée en 2005 dans cette ville et qui, franchement, depuis 2005, sur ces questions, à part l'accessibilité des équipements publics, n'a pas vraiment avancé. Et puis enfin, nous nous engagerons sur les questions de la promotion de la santé et notamment, nous créerons un conseil local de la santé. Juste une petite aparté.
le 31 décembre 2014, nous aurons 10 médecins généralistes qui auront cessé leur activité dans Fontenay-sous-Bois. À ce jour, je crois que c'est 3 qui ont pris leur retraite le 31 décembre dernier. Nous avons 2 centres communaux de santé. Nous devons véritablement nous interroger sur le devenir cette question médicale sur notre territoire. Aussi, nous pensons urgent de créer un conseil local de la santé qui regroupe l'ensemble des professions médicales et paramédicales, éducatives, sociales, afin de justement répondre à ces problématiques en termes d'avenir sur l'offre médicale dans notre ville. Et je rassure celles et ceux qui sont en charge de prendre des notes pour nos amis, nous ne fermerons pas les 2 centres médicaux, les 2 centres de santé qui existent dans cette ville, qu'il soit bien dit ce soir. Nous l'avons dit en tous les cas à l'une des directrices à l'occasion d'une visite de terrain. Et puis enfin, dernier point, nous développerons en parallèle des ateliers santé-ville qui permettront d'agir au moment des grandes causes nationales et d'avoir des animations, des événements, des ateliers, des groupes de parole pour les gens qui subissent au quotidien des maladies. Et comme certaines villes l'ont déjà initié, nous aussi, nous mettrons en œuvre le dépistage gratuit de la maladie d'Alzheimer pour les personnes de plus de 60 ans. Réveiller Fontenay, c'est placer le rayonnement et l'attractivité au cœur de nos projets culturels et sportifs. Nous avons à cœur de devenir un pôle de la culture pour tous. Ah oui, ça vous rappelle quelque chose, la culture pour tous. Ça vous rappelle sans doute le slogan de M. Jean-François Voguet, Fontenay pour tous. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'offre culturelle dans cette ville n'est pas pour tous. Nous souhaitons une vision plus généraliste et globale dans cette ville. Nous souhaitons l'accession à la culture pour tous. Juste une petite remarque. La fête de la Madelon, qui est une fête populaire, dans une ville populaire, tenue par un groupe politique qui se dit populaire, coûte 10 € par habitant. Au moment où on fête la ville, faire un concert public et demander 10 € par habitant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, personne ne paye. Pourquoi ils font ça? Tu le parlais tout à l'heure, du copinage et du clientélisme. Parce que tout le monde est invité, mais personnellement par monsieur le maire, et donc tout le monde a l'impression d'avoir la chance de ne pas payer les 10 €, mais en fait, tout le monde est invité gratuitement. Nous, il n'y aura pas de ça. Nous, la fête, elle sera véritablement gratuite. Et je le disais rapidement tout à l'heure, nous allons placer l'offre culturelle autour d'un axe principal qui est un axe historique dans cette ville, qui est la musique. On a eu les anciennes usines Gaveau, on a eu des grands compositeurs, on a eu Dalérac. Eh bien, nous allons proposer non pas un nouveau théâtre à 15,5 millions d'euros, qui est dans les projets de monsieur le maire. Plus exactement, c'est l'une des concessions que monsieur le maire a dû faire à certains membres de son groupe. Non. En revanche, nous vous proposons de changer notre conservatoire, d'étendre nos conservatoires dans un seul et unique bâtiment. Un bâtiment qui sera doté d'un véritable auditorium afin que les enfants puissent faire les répétitions et ne soient pas obligés, ou les auditions et ne soient pas obligés systématiquement d'aller dans la salle Jacques Brel pour faire les auditions, les concerts, qui est une salle qui ne supporte pas forcément la musique de chambre. Et puis, parce que nous, on est sans doute un petit peu meilleurs que les autres, eh bien cette salle permettra aussi de faire du théâtre et de l'art dramatique, puisque c'est l'ambition que nous donnons aussi à notre conservatoire municipal. Faire rayonner la ville, c'est aussi faire rayonner les valeurs sportives. Je me tourne vers l'un des présidents sportifs qui est au premier rang, mais j'en ai vu plusieurs tout à l'heure, notamment le tennis et la boxe, et la danse sur glace, en patinage. Nous allons faire rayonner les valeurs sportives, qui sont des valeurs de loyauté, de respect, de contrôle et de dépassement de soi, plaisir du jeu. Nous intégrerons donc les équipements sportifs dans la réhabilitation, et je pense que la patinoire se doit d'avoir une réhabilitation,
une réhabilitation qui soit réfléchie, une réhabilitation qui soit mesurée et pas une réhabilitation comme vous avez pu voir, c'est-à-dire initiée une semaine avant sans prévenir personne et qui va être fait à coup de scotch et de sparadrap, un petit coup de peinture et hop, roule ma poule comme on dit chez moi. À 3 semaines des élections, on fera une inauguration, une de plus pour dire, vous voyez, on a tenu parole. Non, c'est pas ça la réhabilitation. Et puis aussi, nous allons soutenir le sport loisir comme le sport de compétition. Et ce que nous proposons, c'est aussi que Fontenay, rayonne et soit attractif d'un point de vue sportif en accueillant des manifestations à caractère international ou national. Je pense aux combats de boxe. Je me rappelle de combats menés par Mehdi Labdouni qui étaient retransmis à la télévision. À cette époque, Fontenay savait gagner. À cette époque, le maire de Fontenay savait gagner aussi. Et puis, dernier point dans le sport, je propose la création d'une association, d'une école de l'arbitrage dans le Val. Une école de l'arbitrage qui défendra les valeurs sportives que je vous ai évoquées. Une école de l'arbitrage auquel chaque association sportive devra apporter son concours afin de permettre aux jeunes aussi de savoir que faire du sport, c'est aussi respecter des règles. L'attractivité, c'est aussi le tourisme et la question du tourisme. Alors j'en vois qui me regardent en me disant mais qu'est-ce qu'on peut faire en matière touristique dans cette ville? On peut faire beaucoup de choses. Et on peut notamment faire du tourisme d'affaires avec le Val de Fontenay. Initier une vraie politique de tourisme d'affaires, c'est permettre aux gens qui viennent dans les entreprises au Val, logés dans nos hôtels, d'aller consommer non pas simplement à Auchan, mais aussi dans les restaurants qui sont dans notre ville, au village ou sur le boulevard de Verdun. C'est aussi proposer aux gens qui sont en villégiature pour quelques jours de participer à des activités sportives, mais aussi de participer à des concerts de musique ou à des pièces de théâtre qui seraient jouées dans notre ville. Voilà, le tourisme d'affaires, c'est aussi quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre. Et enfin, il faut reconquérir notre image de marque. Fontenay n'a pas la chance, comme vos 3 villes, messieurs les maires, de faire l'honneur de l'Express, du Point, du Figaro Magazine, avec Saint-Mandé, la ville où il fait bon vivre, Vincennes, la ville où il fait bon vivre, Saint-Maurice, la ville où il fait bon vivre. Nous avons la une du Parisien, avec les faits divers. Nous n'avons jamais eu la chance d'avoir la une de ces grands magazines pour montrer la vitalité, la richesse de cette ville et de ses habitants. Nous essaierons de travailler à la reconquête de notre image de marque parce que nous allons faire rentrer cette ville vraiment dans le 21e siècle et nous appuyer sur cette attractivité culturelle, sportive et économique que notre ville possède. Oui, je sais, un programme politique, ça demande beaucoup de projets et de choses à énoncer. N'ayez crainte, j'arrive à la fin. Je terminerai cette partie d'attractivité sur la question des jumelages. Nous développerons de nouveaux jumelages, notamment à destination de villes appartenant à des pays anglophones ou hispanophones, qui sont tout de même, juste pour la petite histoire, les 2 langues les plus parlées dans le monde. Et nous n'avons pas la chance de pouvoir initier des échanges avec nos écoles, avec une ville anglaise jumelée avec notre ville ou avec une ville espagnole, alors que nous avons une très grande communauté hispanophone avec les gens qui viennent notamment d'Amérique du Sud, et je pense dans nos quartiers. Donc nous allons initier des jumelages avec des villes anglophones et hispanophones. C'est ça aussi, vivre au XXIe siècle. Ça n'est pas considérer que les échanges internationaux de cette ville doivent être que caritatifs, mais aussi culturels et intellectuels. Enfin, réveiller Fontenay, c'est placer la morale et l'éthique au cœur de notre démocratie locale. Nous proposerons de nouvelles règles de fonctionnement, une nouvelle gouvernance qui repose sur certains principes comme la concertation, la neutralité du service public, le respect de la parole donnée, la transparence dans l'attribution des places en crèche et dans l'attribution
dans l'attribution des logements sociaux, en ne faisant aucun favoritisme, qui ne font qu'exacerber les jalousies et n'ont pas de place dans notre cité. Placer réellement le développement durable au cœur de notre projet. Je dis réellement parce que dans quelques jours, le conseil municipal va, à l'arrache, voter l'agenda 21, alors que cet agenda 21 n'a pas fait l'objet des concertations, des consultations nécessaires. Mais une fois encore, à la va-vite, comme on inaugure certains équipements, nous allons voter l'agenda 21 qui n'aura aucune orientation concrète, qui sera juste dogmatique. Or, cet agenda doit faire l'objet de concertations obligatoires et doit être au final une feuille de route non pas dogmatique, mais concrète et pragmatique. Je peux vous dire que c'est la question principale et prioritaire que nous reverrons parce que nous baserons notre projet autour de cet agenda 21. Dans la période de crise économique que nous traversons, et compte tenu de l'ensemble des projets que j'ai pu énoncer, beaucoup peuvent se dire « Waouh, mais ça va nous coûter combien tout ça ?» C'est sûr, et c'est juste. Je crois que c'est même la question prioritaire qu'il faut se poser. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fontenay n'est pas une ville pauvre. Fontenay, messieurs, est fiscalement potentiellement supérieure à la vôtre. La CVAE, la CFE, qui sont les impôts, les cotisations des entreprises, rapportent à elles seules chaque année un peu plus de 50 millions d'euros. Je ne sais pas combien s'élèvent à Saint-Mandé, à Vincennes et à Saint-Maurice ces sommes-là, mais je pense que ça doit être l'addition de vos trois villes dans notre ville. Donc nous avons les moyens. Non, je connais M. Cambon, je pense que vous n'avez pas rien, mais... hein Veolia, non? C'est ça? Le siège social de Veolia? Non, ce que je veux vous dire, c'est que, fort de cette expérience de 15 ans au service d'une ville, je sais ce qu'est la conduite d'un budget municipal. Je sais, pour avoir eu un professeur pendant de nombreuses années, qui est ici même dans la salle et qui est spécialiste des finances locales, je peux vous dire que je sais comment fonctionne le budget d'une ville. Et que, à regarder et re-regarder ce budget, on peut s'interroger. On peut s'interroger en se demandant, mais où est passé cet argent pendant autant d'années? La ville a un budget de 150 millions d'euros et n'emprunte que 23 millions en investissement au cours des différents mandats. La ville a une capacité d'investissement beaucoup plus large. Simplement, il y a la méthode. Il y a la méthode. Et que plutôt que de réhabiliter petite partie par petite partie, en faisant du fonctionnement sur la voirie, la ville devrait faire des grands programmes, et c'est pour ça que je vous parlais de la réhabilitation et de la voirie en matière d'urbanisme et des équipements publics. Nous ferons des plans d'investissement. Et là, au moins, nous pourrons voir venir, parce que nous ne ferons pas supporter par les charges de fonctionnement les travaux du moment qui auront une durée longue sur les seules personnes qui payent aujourd'hui, mais si la durée est longue, c'est que chacun doit pouvoir contribuer au paiement de ces travaux. Donc voilà, ça c'est la méthode, il y a la méthode et les actes, et je ne suis pas certain que dans cette ville, on ait la bonne méthode. Et ce budget, il sera transparent, visible et expliqué aux habitants. Transparent et visible, c'est-à-dire que vous pourrez le consulter dans sa totalité sur le site internet de la ville. Eh oui, l'open data, c'est quelque chose de nouveau aussi, mais les gens auront la possibilité de voir les chiffres et les dépenses. Et puis enfin, ce budget sera expliqué. Nous irons devant vous, chaque année, vous expliquer ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas pu faire et pourquoi nous n'avons pas pu le faire. Parce que proposer des choses dans une ville, c'est une chose, les réaliser, c'en est une autre, ne pas les faire, c'est aussi un accident de parcours. Il faut savoir l'expliquer et le dire et arrêter de tourner autour du pot, comme c'est souvent le cas. Enfin, pour terminer, je veux parler de l'administration et des agents communaux. Nous avons la chance dans cette ville d'avoir beaucoup de services en régie municipale, c'est-à-dire gérés et dirigés et réalisés par des agents communaux. Ces agents communaux, bien souvent, sont dans des services qui s'enchevêtrent. On parle souvent de millefeuille administratif.
Fontenay nous montre qu'on est la capitale du millefeuille administratif. Il y a des responsables de services un petit peu partout dans des services qui œuvrent dans les services des autres. Alors souvent, et prenez note mesdames et messieurs qui êtes là pour faire votre compte-rendu, on dit du candidat de l'opposition, mais le coq, il va licencier tout le monde, il va tout privatiser. Mais non, le coq déjà, vous savez ce qu'il va faire? Le lendemain de son élection, il va convoquer chacun des agents communaux, un par un, et va leur poser 3 questions. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous voulez faire quoi? Voilà déjà, c'est considérer le personnel communal. Ensuite, nous allons nous attaquer au millefeuille en simplifiant les services, en ayant des directeurs généraux qui soient clairement identifiés et des directions et des services qui soient clairement identifiés avec des missions clairement identifiées. Nous allons également simplifier l'administration à la population. Simplifier l'administration à la population, c'est de ne pas avoir peur de proposer un service d'accueil unique dans notre mairie, de manière à ce que quand on a un permis pas un permis de conduire, c'est pas ici, une carte d'identité à faire ou le paiement des écoles, on n'est pas à aller d'un service à un autre, mais on s'adresse à la seule et même personne. Et cela par téléphone, et cela physiquement, et cela enfin sur Internet, parce que là aussi, on a beau dire qu'on a 5 arrobases sur Internet, il n'y a que 3 ou 4 services numériques en ligne. Voilà, et je terminerai mon propos sur la consultation, l'écoute et l'action. Si notre ville peut se réjouir d'avoir des conseils de quartier, des comités de quartier dans l'ensemble de ces quartiers, elle devra s'engager à les faire vivre véritablement, à les respecter en leur proposant un budget de fonctionnement, en leur proposant des dates et des horaires qui soient respectés et pas annoncés un peu partout de façon erronée puisque c'est devenu une spécificité dans cette ville. Voilà mes chers amis, notre projet pour Fontenay-sous-Bois dans les prochaines années. La campagne est désormais ouverte. De notre côté, nous la voulons tous digne et respectueuse. En tous les cas, nous la souhaitons digne et respectueuse. Une campagne qui permette à tous les Fontenaisiennes et tous les Fontenaisiens de s'exprimer, de partager et d'enrichir nos projets. Vous pouvez compter sur notre énergie. Vous pouvez compter sur ma détermination pour qu'ensemble, nous puissions réveiller Fontenay. Belle et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Et je demanderai à mon équipe de me rejoindre sur cette scène pour vous les montrer, toutes celles et tous ceux qui vont composer cette liste dans les prochains jours. Vous pouvez les applaudir. Voilà, ensemble, nous avons un vœu pour 2014 et pour les années à venir. Nous allons réveiller Fontenay.